lecture. La Commission des affaires économiques avait créé le 18 septembre dernier une mission d'évaluation de la loi du 18 octobre 2021 qui visait à protéger la rémunération des agriculteurs, connue sous le nom d'Egalim 2. Il s'agissait d'ailleurs d'une recréation, puisque cette mission était en cours au printemps dernier, la dissolution de l'Assemblée ayant interrompu les travaux. Notre commission a cet automne désigné comme rapporteurs de la mission messieurs Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos, Madame Mathilde Digné, que nous sommes heureux d'entendre aujourd'hui. Ils vont nous présenter leur rapport dont le projet a été communiqué hier. Chers collègues, j'ai pour ma part noté de nombreux points d'intérêt dans votre projet de rapport. Et je vais en parler très brièvement parce que c'est vous qui allez surtout nous les présenter, notamment le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de marche avant pour la faire réellement fonctionner en matière de prix, lutter contre les stratégies de contournement des règles instituées, par exemple à travers les centrales d'achat européennes. Mais vous soulignez aussi que les dispositions relatives à l'étiquetage demeurent en grande partie inappliquées malheureusement, et vous plaidez aussi, on le verra, pour des mécanismes à même d'éviter l'imposition de prix abusifs. En tout cas, c'est un enjeu extrêmement important, à la fois pour les producteurs agricoles, mais aussi les petites entreprises agroalimentaires qui peuvent se retrouver fragilisées, très fragilisées, notamment par les grands groupes de la transformation et de la distribution. Je sais que vous avez fait un grand nombre d'auditions. Il me semble que 26 organisations ont été entendues. Alors évidemment, vos propositions, vous le savez, sont très attendues. Je dirais qu'une chose, c'est que j'espère qu'elles inspireront des initiatives législatives transpartisanes. Et vous le savez, je l'ai appuyé à plusieurs reprises, le fait que voilà, ça puisse inspirer, voire alimenter directement des initiatives transpartisane. Donc nous devrions terminer cette première réunion vers 18h parce qu'après nous accueillons en audition le président de la Chambre de commerce et d'industrie France. Je vous cède la parole donc pour une quinzaine de minutes, c'est ça, voilà, ensemble, pour que vous nous présentiez une synthèse du rapport et après quoi, comme d'habitude, nous entendrons les oratrices et orateurs de groupe et les questions individuelles et puis évidemment vous nous répondrez tout au long de cette audition. Merci à vous pour votre travail et donc je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, dernière arrivée dans cette mission, il me revient du coup de parler le premier. Sous la bienveillante autorité de mes collègues. Je voudrais souligner que dans la première partie de ce travail, l'objectif de l'évaluation de l'impact de la loi Egalim est évidemment le premier objectif. Opération délicate puisque la particularité de cette loi, c'est qu'elle est entrée en vigueur dans un contexte économique qui a été extrêmement mouvant, avec une augmentation plus que très significative des prix alimentaires, avec une flambée aussi générale de l'inflation, y compris des coûts de production, et puis avec une modification sensible des préférences de consommation d'un certain nombre d'acteurs, notamment qui a impacté les circuits de distribution et fortement les pratiques commerciales. Donc il n'en demeure pas moins que on peut, à ce stade, et sans trop de contradictions, conclure que la loi Egalim 2 a eu un effet réel sur les pratiques, à la fois sur la chaîne de production et de distribution agroalimentaire. Si on se concentre sur l'amont agricole, nous avons une conviction, c'est que le contrat écrit doit prendre plus de place au sein du processus, avec notamment des propositions de contrat de la part des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs qui méritent clairement d'être simplifiées. On a fait quelques propositions sur le sujet pour renforcer également le rôle de ces organismes et surtout les protéger contre les pratiques de certains acheteurs et ce que vous avez, Madame la Présidente, décrit, à savoir les tentatives de contournement. S'agissant de... Alors, avec un point sur lequel nous reviendrons sans doute, c'est les indicateurs de coûts de production, dont on constate qu'ils ont quand même tendance à être dilués dans des formules de prix de plus en plus absconses et qui, du coup, neutralisent largement l'effet de cette disposition. Sur la partie aval, on a plutôt orienté l'analyse autour d'un constat qui est celui de la sanctuarisation de la matière première agricole, dont on voit quand même qu'elle est encore une source de tension tout au long de l'exercice commercial, avec des effets de report de la négociation sur les autres postes de coûts des industriels, donc qui nous amène là aussi à avoir une série de propositions sur
sur l'indice de coût de production et sur plus globalement les conditions de transparence qu'on pourrait améliorer sur toute la chaîne. Et la conclusion de cette partie sur le premier volet de la loi Egalim, c'est une préoccupation qui ressort à peu près, c'est de ne pas bouleverser l'état d'esprit et l'équilibre de cette loi Egalim. Je pense que les acteurs économiques qu'on a rencontrés nous ont tous fait valoir un besoin énorme de stabilité, de visibilité, notamment sur les exercices à venir. Un besoin qui est aussi un sujet qu'il faudra aborder, c'est celui du contrôle et des sanctions de la part de l'administration, notamment pour méconnaissance des règles. Et puis la dimension européenne, à la fois sur les tentatives de contournement des centrales d'achat et sur la nécessité pour les autorités françaises de faire valoir auprès de Bruxelles leur vision de la régulation et de travailler sur la compatibilité de notre dispositif avec ce système. Et dernier point, ce qui fera la transition avec mes collègues, il y a sur la partie transparence et information des consommateurs un point qui porte plus sur la conformité au droit européen, où nous avons concentré donc, nos propositions sur des propositions très concrètes pour essayer de surmonter les points de blocage identifiés dans les discussions avec la Commission européenne afin d'ancrer et de sécuriser juridiquement l'ensemble de ce dispositif. Voilà pour la partie introduction, ce qui me permet de vous remercier et de passer la parole aux collègues suivants. Merci. Merci Madame la Présidente. Et je voudrais remercier mes collègues Mathilde Digné, Harold Duhart et Richard Ramos pour le travail qu'on a mené ces derniers mois. Je voudrais quand même rappeler que ce qu'on présente aujourd'hui et ce rapport s'inscrit dans un travail d'évaluation de fond. Ça a été dit par Madame la Présidente, la loi de 2021 nécessitait d'être évaluée. Et nous avions créé dans la précédente législature cette fameuse mission, initialement, avec la Présidente Trouvé, avec Frédéric Descrozaille et Richard Ramos, qui avait pris naissance en février, qui avait été stoppée en avril, mai, avec, je le rappelle, l'examen de la loi d'orientation d'avenir agricole, qui avait été reprise juste avant la dissolution, puis stoppée par la dissolution, avant d'être recréée en septembre dernier. Tout ça pour vous dire que ça a quand même parcouru un chemin assez chaotique qui amène forcément un an après à la présentation de ce rapport. Alors, que un an après, mais il y avait des raisons assez claires. Nos travaux, donc je le disais, ont été interrompus, mais ils se justifiaient pleinement, car au-delà des principes affichés, l'enjeu est bien d'apprécier l'efficacité réelle de la loi sur le terrain et d'identifier les corrections nécessaires pour que son objectif premier, garantir une rémunération plus juste aux agriculteurs en rééquilibrant les relations commerciales, soit pleinement atteint. Nous avons donc repris cette évaluation avec une approche pragmatique et en nous appuyant sur les retours concrets des acteurs de la filière. Ce travail s'est déroulé dans un contexte de forte tension économique et commerciale, coûts de production en hausse, marge sous pression, négociations souvent déséquilibrées entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Et nous avons mené une série d'auditions approfondies en écoutant les différents représentants de filières agricoles, les organisations professionnelles, les industriels, les distributeurs et les pouvoirs publics chargés du suivi des Egalim 2, puisque nous avons rencontré notamment le MASAF. Ces auditions nous ont permis d'aller au-delà des intentions de la loi, de confronter son application aux réalités du terrain, et elles ont mis en lumière des avancées, mais aussi des blocages persistants, ainsi que les stratégies de contournement que nous jugeons préoccupantes. Si nos sensibilités politiques différentes et nos approches peuvent diverger sur certains aspects, nous avons néanmoins dégagé des constats qui font consensus parmi nous tous et qui nous ont permis d'ériger 24 propositions. Le premier constat est que la contractualisation écrite a progressé, même si elle reste incomplète. Certaines filières ont su s'adapter à l'obligation de contractualiser, alors que d'autres, notamment la filière viande bovine et porc, en dehors des coopératives, peinent encore à structurer des contrats équilibrés et sécurisés. Le principe est le bon, mais son application reste inégale et doit être consolidée. Nos 9 premières propositions visent à simplifier la contractualisation écrite, à mieux accompagner les producteurs et à renforcer leur structuration en OP et en AOP. Le deuxième constat est celui d'un besoin urgent de transparence et de répartition des marges. Aujourd'hui, les producteurs doivent justifier leurs coûts, mais les industriels et les distributeurs n'ont pas la même obligation de transparence. Cette asymétrie fragilise l'esprit même de la loi et empêche d'assurer un partage équitable de la valeur ajoutée. L'obligation de transparence élargie à tous les maillons de la chaîne agroalimentaire doit donc être renforcée. Troisième constat, pour faire progresser la contractualisation et les revenus des agriculteurs, les indicateurs de coûts de production doivent être réellement pris en compte dans les formules de prix.
Quatrième constat, la sanctuarisation de la matière première agricole dans les négociations commerciales est une idée bien comprise dans son principe. Mais sa mise en œuvre est jugée complexe et trop peu efficace. Nous proposons de simplifier les modalités de transparence sur la part de matière première agricole, tout en assurant l'effectivité de cette transparence. Dans le même temps, nous proposons d'étendre la sanctuarisation de la matière à la matière première industrielle, dès lors que celle-ci apparaît strictement nécessaire à la fabrication et au conditionnement des dits produits, pour éviter qu'elle vienne compenser la non-négociabilité de la matière première agricole. Cinquième constat, certains acteurs ont développé des stratégies de contournement de nos règles qui ne sont pas acceptables. C'est le cas notamment d'enseignes qui contournent la loi en délocalisant leurs négociations commerciales via des centrales d'achat étrangères, ce qui court-circuite du coup l'application des Galim 2 et aggrave les distorsions de concurrence. Ce sujet doit être traité avec fermeté au niveau européen, car il ne sert à rien d'imposer des règles si elles peuvent être évitées aussi facilement. Sixième constat, il y a matière à agir, y compris au niveau législatif, pour compléter et ajuster le dispositif. Mais les acteurs réclament de la stabilité et de la visibilité sur les règles du jeu. Nous rejetons ainsi la suppression de la date butoir ou l'extension de la sanctuarisation de la matière première agricole aux grossistes. Je veux insister ici sur un point fondamental qui nous occupera prochainement, le maintien du SRP plus 10. Certaines voix s'élèvent pour remettre en cause ce dispositif. Pourtant, sa suppression semble être une erreur. Le SRP plus 10 a permis de limiter la guerre des prix, de stabiliser les relations commerciales et d'éviter un écrasement des marges dont pâtiraient les producteurs en bout de course. Son impact est concret, il a freiné la spirale du prix toujours plus bas qui bénéficiait ni aux agriculteurs ni aux industriels et qui fragilisait l'ensemble de la filière. Évidemment, ce mécanisme est imparfait, il ne peut être un outil permanent, mais dans le contexte actuel où les coûts de production restent élevés et où la pression concurrentielle internationale s'accentue, le supprimer sans alternative crédible reviendrait à fragiliser encore davantage nos producteurs. C'est pourquoi je plaide pour sa prolongation, mais avec une évaluation plus stricte de ses effets. Nous devons nous assurer que les bénéfices réalisés profitent réellement aux producteurs et ne sont pas absorbés par d'autres maillons de la chaîne. Cela passe par un contrôle renforcé et une obligation de transparence sur l'utilisation des marges supplémentaires dégagées. Enfin, je laisse le soin à mes collègues d'aborder le sujet de l'information des consommateurs sur l'origine des produits, sujet pour lequel nous avons constaté qu'il n'a pas été possible de progresser comme l'envisageait le législateur au moment de la loi Egalim 2. Notre agriculture a besoin d'un cadre stable et efficace qui assure aux producteurs une rémunération juste et qui empêche le retour à des pratiques commerciales déloyales. C'est dans cet esprit que je défends une amélioration des dispositifs existants. Nous devons garantir à nos agriculteurs des conditions de travail dignes et viables dans un marché plus équilibré. Et je tenais à remercier nos administrateurs qui nous ont accompagnés pendant ces derniers mois, notamment Boris Bouvilain et Luca Portillo, pour le travail qui était essentiel à nos côtés. Merci beaucoup. Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Donc à mon tour de remercier mes collègues rapporteurs pour le travail effectué sur cette évaluation de la loi Egalim 2. Moi aussi, je dis un grand merci aux administrateurs qui nous ont accompagnés sur ce travail dans des conditions chaotiques, comme Julien Dive a pu le rappeler. Et pour ma part, j'ai aussi rejoint les travaux en cours de route, puisque c'était Aurélie Trouvé qui était rapporteure avant moi. Et donc, je voulais aussi saluer le travail qu'elle avait fait sur ces questions. Donc concernant le rapport en question, nous faisons le constat que si la sanctuarisation de la matière première agricole est une avancée, elle ne suffit pas à garantir un prix rémunérateur aux producteurs. Alors déjà, les indicateurs de coûts de production qui doivent servir de référence ne sont pas suffisamment développés et ou utilisés. Les modalités de révision ou de détermination du prix compris dans les contrats ne permettent pas toujours de prendre en compte les coûts de production. Pour ma part, je considère que l'instauration de prix rémunérateurs garantis serait un outil efficace pour garantir aux agriculteurs un revenu à hauteur de leurs coûts de production, en s'appuyant sur des indicateurs élaborés par les filières et à l'échelle des bassins de production, en l'associant à l'encadrement des marges des industriels et des distributeurs. Si cet outil n'est pas partagé par mes collègues rapporteurs, nous nous rejoignons tout de même sur une proposition consistant à mieux prévoir et sanctionner les prix abusivement bas. En effet, suite aux auditions, nous constatons que certains indicateurs pris en compte pour réviser ou déterminer les prix prévalent sur les indicateurs de coûts de production. Résultat, de nombreux agriculteurs vendent leurs produits à perte car ils n'arrivent pas à couvrir leurs coûts de production. La loi Egalim, avec la sanctuarisation de la matière première agricole, n'assure donc pas un prix rémunérateur aux producteurs. C'est pourtant l'objectif de cette loi au départ. Alors pourquoi ?
En fait, les négociations commerciales actuelles ne permettent pas aux producteurs d'avoir un rapport de force équivalent aux industriels et encore moins aux distributeurs. Si on prend l'exemple de la filière laitière, elle compte près de 50 000 exploitations, mais seulement 28 laiteries collectent 76% des volumes de production. L'une des solutions est le regroupement des producteurs en organisation de producteurs ou en association d'organisation de producteurs pour que les producteurs aient un poids plus fort face aux géants de l'agroalimentaire. Nous recommandons donc d'inciter plus largement à leur développement. Mais cela ne suffit pas. Certains industriels tentent de contourner les organisations de producteurs ou les associations de producteurs. Et ils ont bien compris que les regroupements de producteurs ne leur sont pas favorables dans le rapport de force. C'est pourquoi il faut également protéger, notamment en sanctionnant les pratiques visant à déstabiliser une organisation de producteurs ou une association d'organisation de producteurs. S'agissant des négociations commerciales en aval, donc entre les industriels et les distributeurs, les points de vue sont très divergents sur la transparence du prix de la matière première agricole. Normalement, dans les négociations avec les industriels, les distributeurs ne peuvent pas négocier la part du prix relevant de la matière première agricole puisqu'elle est sanctuarisée. Les industriels, eux, sont réticents à communiquer la part du prix correspondant à la MPA, la matière première agricole, choisissant majoritairement l'option 3, qui permet de faire appel à un commissaire aux comptes. Nous avons travaillé à un point d'équilibre. Nous proposons alors que l'option numéro 2 soit adaptée pour qu'un plus grand nombre d'industriels s'en saisissent. La transparence sur la matière première agricole ne concernerait que la part agrégée des trois principales matières premières agricoles contenues dans le produit. L'option numéro 3, source de complexité et de tension, pourrait alors être abandonnée. En contrepartie, la matière première industrielle doit également être sanctuarisée pour prendre en compte les coûts de production du transformateur. Je tiens à insister sur le fait que les distributeurs doivent également jouer le jeu de cette transparence, notamment auprès de l'Observatoire des prix et des marges. Aujourd'hui, on ne dispose pas de données précises sur les raisons de l'inflation alimentaire, notamment lorsque les prix payés aux producteurs n'augmentent plus, voire diminuent. Les agriculteurs ne sont pas mieux payés, les prix en rayon augmentent, il y a bien un dysfonctionnement quelque part. Le président de l'autorité de la concurrence s'inquiétait en juin 2023 que 2/3 de l'inflation dans la zone euro provient des bénéfices des entreprises. C'est pourquoi nous souhaitons que puisse être sanctionnée une augmentation abusive des marges dans le secteur de l'alimentation. Pour ma part, plus que des sanctions a posteriori, je plaide pour un encadrement des marges des industriels et des distributeurs qui permettrait d'éviter les augmentations injustifiées. La méthode choisie dans la première loi Egalim est tout le contraire avec le SRP plus 10. On augmente donc les marges des distributeurs dans l'espoir que cette augmentation ruisselle jusqu'aux producteurs. Alors si le gouvernement se dit dans l'incapacité d'évaluer les effets du SRP plus 10 dans le contexte inflationniste des dernières années, l'étude de l'UFC Que Choisir qui a été publiée la semaine dernière ne laisse que peu de doutes. En fait, dans tous les cas, on voit bien que dans tous les cas, les agriculteurs se mobilisent depuis près d'un an pour réclamer des prix rémunérateurs. Donc nous saurions si ce dispositif avait eu un effet quelconque sur leur rémunération. Il faut urgemment sortir de ce mécanisme d'inflation. Conscient qu'un arrêt pur et simple du SRP plus 10 relancerait une guerre des prix qui ne bénéficierait ni aux consommateurs ni aux producteurs, nous ne recommandons pas l'arrêt brutal du dispositif. Les recommandations de notre rapport permettraient d'aboutir progressivement à la suppression du SRP plus 10. Et je dirais que si le gouvernement ne s'en saisit pas, je pense pouvoir compter sur mes collègues pour que l'Assemblée nationale puisse aussi se saisir du sujet. Il ne faut toutefois pas oublier qu'Egalim ne couvre qu'une partie des prix agricoles. Elle ne concerne ni la commande publique ni les exportations. La fin de l'exception agricole dans les échanges commerciaux a soumis les agriculteurs à la volatilité des marchés mondiaux. Il faut une réforme européenne pour agir sur le contournement de la loi française par l'utilisation de centrales d'achat. Mais la question est plus large, c'est la vision de l'alimentation vue comme un bien comme les autres, interchangeable dans les accords commerciaux qu'il faut remettre en question. L'agriculture française, elle est riche de sa diversité, source de plus-value dans les territoires. Au-delà de la question centrale du prix, il faut mettre en avant les produits issus de l'agriculture locale. Mais la multiplication des étiquetages flous, mensongers, dont l'utilisation abusive du drapeau tricolore
ne permet pas d'identifier clairement l'origine des produits. Les dispositions sur l'affichage de l'origine des produits prévues dans la loi Egalim 2 sont restées lettre morte. La révision du règlement INCO de l'Union européenne doit être l'occasion pour la France de plaider pour l'obligation d'affichage de l'origine de la matière première agricole. Je vous remercie. Et donc, je cède la parole à Richard. Monsieur Richard Ramos. Oui, merci d'abord aux co-rapporteurs parce qu'on a travaillé de façon, avec des angles, j'ai envie de dire, politiques différents, mais en bonne intelligence et ça a été très agréable. Merci aux administrateurs et aussi merci à Frédéric Descrozaille puisque si on est là pour un rapport sur la loi Egalim 2, on le doit aussi à Frédéric Descrozaille qui avait lui-même pris le travail du ministre Travers sur le démarrage d'Egalim. Donc tout ça est un long continuum. Moi, sans refaire ce qui a déjà été dit, je voudrais simplement dire qu'on est aujourd'hui encore dans les négociations, que ce qui nous remonte, c'est que c'est très très compliqué, et ce qui nous remonte, c'est que la faiblesse finalement politique peut permettre aux plus puissants d'aller taper sur les plus petits. Et donc il y a urgence à ce que, même si on a des divergences, on se mette d'accord pour protéger notamment nos paysans et certaines PME de l'agroalimentaire sur les territoires qui ont l'impression que, je dirais, la valeur ajoutée, elle leur échappe. Parce que, faut pas s'y tromper, les lois Egalim, évidemment, c'était pour trouver du revenu à nos paysans. C'était faire aussi en sorte que nos petites industries, je ne parle pas des très 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 grandes industries qui maillent tout le territoire français agroalimentaire, puissent continuer à travailler, que la grande distribution soit un peu moins gourmand dans le partage de la richesse et que le consommateur s'y retrouve entre manger à juste prix et le fait de manger bien. Et donc c'est toute cette équation-là sur laquelle Egalim travaille et qui n'est jamais des réponses qui sont simples à des systèmes qui sont complexes. On a beaucoup reçu les organisations. Moi, et il y aura des textes qui vont arriver, je crois, dans les semaines qui viennent, notamment sur le CRP plus 10, qui vont être très spécifiques et nous permettront d'échanger sur des sujets comme celui-ci. Moi, j'avoue qu'il y a des convictions qui sont les miennes, mais quand on écoute aussi les acteurs, retirer un système, pour eux, c'est peut-être plus dangereux que de le laisser alors qu'il n'est pas parfait. Et donc, il faudra que, notamment sur le SR plus 10, on a un texte qui va arriver très spécifique là-dessus, on puisse débattre et regarder très spécifiquement comment on pourra avancer. Moi, deux sujets qui m'intéressent. Le premier, c'est les centrales d'achat basées hors de France. Je trouve que là, il y a quelque chose d'incroyable. Vous avez des centrales d'achat qui font quasiment tout leur business en France et qui demandent à des industriels d'aller passer des marchés à l'étranger. Tout ça pour contourner la loi Egalim et tout ça également pour piquer de la richesse au gouvernement, à l'État français et donc à ce qu'on peut faire avec ces impôts-là. Avec des gens qui à chaque fois sont parfois condamnés, mais font appel pour que ça dure très très longtemps. Et donc là aussi, il faudra qu'on soit très vigilant et qu'on aille les chercher. Et notamment ceux qui facturent également des services que nos industriels parfois n'ont pas besoin, et parfois encore pire, en facturant des services qui n'existent pas. Et je pense que là, il faudra vraiment, vraiment aller les chercher. Le second point sur lequel je souhaite insister, et c'est l'information du consommateur. On doit également regarder de très près l'excellent travail de Olivia Grégoire sur l'origine info. Et je pense que là-dessus également, on aura demain à faire en sorte que, en donnant l'origine, en obligeant l'origine dans des produits, notamment dans des produits transformés sur les 3 principaux ingrédients, notamment au Parlement européen, mais l'Europe, ce n'est pas toujours l'excuse. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui en France et maintenant sur l'origine. Ce n'est pas compliqué, toutes les études depuis quasiment 10 ans le prouvent. Qu'est-ce que veut le consommateur? Il veut d'abord manger au juste prix et après il veut savoir d'où vient le produit. Et donc quand on a un produit transformé, trop souvent on ne sait pas d'où ça vient. Et on a un vrai risque. On a eu le premier risque qu'on a vu arriver, qui était ce que j'ai appelé la gruge à l'emballage. On a le deuxième risque, qui a été le changement de recette pour pouvoir mettre des produits qui étaient moins nobles, des fois pas bons pour la santé, mais qui permettent d'être moins chers. Et ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est qu'on a plein de produits, et j'invite tout le monde à bien regarder dans les rayons, des produits qui jusqu'à présent étaient fabriqués en France, qui aujourd'hui sont en train de délocaliser et on a des produits des produits qui vont être fabriqués à l'étranger. Et donc tout ce travail que l'on est en train de faire là, c'est comment aussi on répartit cette richesse-là.
On sait que nos paysans, s'il y a la crise agricole, si on a vu les élections dans les chambres, c'est parce qu'on n'a pas su répondre, je dirais, à ce qu'on a appelé un espèce de ruissellement dans les cours de ferme. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Mais si on enlève certains processus, ils nous disent c'est peut-être encore plus dangereux, vous allez déstabiliser. Et là encore, ça va être encore plus grave parce que finalement, les supermarchés qui sont les dominants vont chercher la course au prix bas pour pouvoir regagner des parts de marché. Et donc, ils vont encore dominer sur les autres et on va revenir à la LME. Et donc, on va favoriser ceux qui sont aujourd'hui les dominants sur le marché. Et donc, moi, j'invite là-dessus à être très prudent, mais à regarder ensemble quelque chose qui peut avoir en commun dans l'intérêt de nos agriculteurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup aux 4 rapporteurs. Et effectivement, voilà, j'en profite pour dire un mot sur le travail de Frédéric Descrozaille qui avait fortement contribué à cette mission. Voilà. Donc, nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Alors, vous êtes 4. Peut-être qu'on peut se dire, normalement, c'est 3 minutes et 1 minute de réponse. On peut peut-être vous laisser 2 minutes. Voilà, maximum. Mais peut-être que vous pourriez répondre à 2 au lieu de 4 à chaque fois, sans vouloir vous... Parce que sinon, ça risque d'être... Enfin, voilà, vous adapter. Enfin, voilà, ça... C'est juste que si on fait 4 minutes de réponse après chaque oratrice orateur de groupe, ça risque d'être un petit peu long. Et comme on doit terminer à 18h, voilà, je ne voudrais pas... Donc, mais je vous laisse vous organiser. Donc, premier orateur de groupe pour le Rassemblement national, monsieur Julien Gabarron. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame, Messieurs les rapporteurs, merci pour votre rapport très complet qui souligne en premier lieu le manque évident de transparence qui est applicable aux intermédiaires et aux distributeurs. Le système de négociation voulu et mis en place par Egalim a été bienvenu et a permis de changer la donne pour beaucoup d'agriculteurs. Néanmoins, il est encore perfectible. Manque de recours à l'écrit, pas de contrat en amont préalable et un champ d'application réduit par le pouvoir réglementaire. Nous partageons notre inquiétude quant au nombre de filières exonérées, par exemple le riz, les céréales, la plupart des vins, exonérées par décret de l'obligation de contractualisation, ce qui limite l'impact de la loi. Par ailleurs, les agriculteurs doivent continuer à s'adapter à de nouvelles normes, toujours plus contraignantes pour leurs exploitations, réduisant toujours plus leur revenu final. Les consommateurs, eux, malgré la volonté de transparence, se tourneront in fine vers des marques distributeurs et des produits agricoles issus d'importation par manque de pouvoir d'achat, une conséquence que vous soulignez à juste titre dans votre rapport. La rémunération des agriculteurs ne peut dépendre seule de la loi Egalim 2. D'ailleurs, nous attendons toujours le rapport sur l'effet du SRP plus 10 quant à la rémunération des agriculteurs. Celle-ci doit faire l'objet d'une volonté politique forte, privilégiant la production française et promouvant une éducation à l'alimentation saine. Ce rapport, naturellement, est bienvenu pour amener des réflexions profondes sur les erreurs qui ont été faites lors de l'application d'Egalim 2 et nous espérons qu'il permettra aux politiques d'en dégager des solutions. Nous vous en proposons quelques-unes. L'alignement du tarif de l'énergie sur les coûts réels de production, la fixation d'un prix de rémunération juste et garanti pour nos agriculteurs, la réduction des importations et un moratoire sur les traités internationaux et au final surtout la priorisation en France de l'agriculture française. Je vous remercie. Merci, ça laisse du temps de réponse. Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Merci, chers collègues. D'abord, pour répondre sur le premier point qui concernait les filières qui ont été exonérées, déjà, c'est lié à 2 choses. Il y a la structuration des marchés, des filières qui ne fait que ça ne correspondait pas aux dispositions d'Egalim, et notamment le cas des céréales. Et forcément, si on s'attend à ce que Egalim vienne répondre d'un point de vue rémunérateur aux céréaliers, c'est pas du tout le dispositif législatif qui était prévu, qui était adapté. Après, il y a des filières qui ont fait le choix de sortir d'Egalim. Je prends l'exemple des fruits et légumes. Pour des raisons structurelles et de saisonnalité des produits, ces filières ont fait le choix et nous ont demandé, et je me rappelle très bien des débats que nous avions ici, parce que j'avais porté les amendements et d'autres aussi, pour faire en sorte que ces filières soient extraites des dispositions d'Egalim, à leur demande. Donc forcément, il y a aussi une explication. Sur la notion du SRP plus 10 que vous évoquez, nous sommes aussi demandeurs d'éléments, mais c'est extrêmement compliqué à obtenir. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut reconstituer et objectiver la valeur telle qu'elle a été partagée, enfin la valeur en l'occurrence qui émane de ce SRP plus 10. Juste, ne confondons pas 2 choses. SRP plus 10, ça ne veut pas dire plus 10% du prix du produit fini. Il s'agit bien du seuil de revente à perte.
Le seuil de revente à perte n'est pas le prix final vendu au consommateur. Le seuil de revente à perte, c'est j'achète un produit, je revends ce produit. De ce seuil de revente à perte, je vais déduire la marge, je vais rajouter les taxes, je vais rajouter le transport. Et forcément, on est très loin des 10% qui sont initialement imaginés par beaucoup d'interlocuteurs. Chers collègues, merci pour vos questions. J'avais juste une interrogation sur la fixation des prix. Est-ce que vous êtes pour un prix fixé par avance aux agriculteurs ? Normalement, on ne fait pas de questions-réponses. Mais allez-y. Ah, mais si, remarquez, on avait... Non, mais, c'est vrai Non, mais qu'on on a un avait- peu de temps. Nous, on est pour un prix en fonction des coûts de production, un prix qui soit rémunérateur, tout simplement fixé par filière. Merci. C'est bon, du coup, d'accord. Eh ben, donc nous passons au deuxième orateur de groupe pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Stéphane Travert, d'ailleurs Merci. initiateur des lois Egalim en tant que Merci, ministre. Madame la Présidente. Merci aux rapporteurs pour ce travail, pour ce rapport d'information, les rapporteurs présents et passés, pour ce travail au long cours qui a été fait pour évaluer Egalim 2, qui fait suite à la loi Egalim adoptée en 2018 et qui visait à rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et à promouvoir une alimentation saine, durable et accessible à tous. Il faut aussi rappeler les objectifs principaux de cette loi. C'est garantir des prix justes pour les agriculteurs, améliorer la qualité de l'alimentation, la transparence et l'équité dans les relations commerciales. Sur le plan des prix, la loi Egalim a introduit des mécanismes pour inverser la construction des prix en partant des coûts de production. Cependant, l'évaluation que vous faites montre que cette mesure n'a pas encore pleinement porté ses fruits sur un certain nombre de filières, ce qui n'est pas tout à fait le cas, par exemple, dans la filière laitière. Les agriculteurs, pour beaucoup de filières, continuent de faire face à des marges serrées, des négociations commerciales aussi qui restent déséquilibrées, et malgré la sanctuarisation de la matière première agricole, il est crucial, et vous le dites dans le rapport, de renforcer les contrôles et les sanctions pour garantir une application effective de cette disposition. Les négociations commerciales entre les acteurs de la grande distribution et leurs fournisseurs sont un élément clé du fonctionnement du marché alimentaire, et elles déterminent les prix, les volumes, les conditions de vente et influent aussi directement sur le revenu des agriculteurs et des producteurs. Cependant, ces négociations, elles ont souvent été marquées par des déséquilibres de pouvoir favorisant les grandes enseignes au détriment des producteurs. Et donc, dans les recommandations que vous portez dans le cadre de cette mission d'évaluation, il y a toujours l'encadrement des promotions pour limiter les promotions en volume et en valeur, pour éviter la dévalorisation des produits alimentaires. C'est la question du seuil de revente à perte, et nous aurons l'occasion prochainement, dans le cadre d'une proposition de loi, d'y avoir le débat, et nous aurons, je l'espère, à ce moment-là, la justification de ce qui a conduit à créer ce dispositif. La question de la contractualisation obligatoire et les relations commerciales doivent être désormais formalisées dans des contrats écrits qui incluent des indicateurs de coûts de production. Et donc, je crois, comme vous aussi, qu'il faut renforcer la question et le travail autour de ces indicateurs de production. C'est aussi le cas du renforcement des sanctions, parce que la loi prévoit des sanctions plus sévères en cas de non-respect des règles de négociation commerciale pour éviter les pratiques abusives. Là encore, regardons comment, dans un champ d'application particulier, nous pouvons renforcer ces négociations. Et puis, parce qu'il me reste peu de temps, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rapport et l'ensemble des propositions que vous avez pu faire. Je m'interroge sur la proposition numéro 12, qui est de rejeter l'idée d'étendre aux grossistes le champ d'application de la transparence sur le coût de la matière première agricole et de sa sanctuarisation. Je pense que moi, je souhaiterais qu'on puisse tester avec les professionnels, l'ensemble de la RHD, la capacité à pouvoir les faire entrer dans Egalim d'une manière ou d'une autre, et de travailler avec eux à une expérimentation sur certaines filières, avec certains grossistes sur la base du volontariat, pour faire en sorte que nous puissions regarder ce que le dispositif Egalim pourrait apporter de meilleur pour la sanctuarisation, là aussi, de la matière première agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Travert. Qui souhaite répondre? Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être pour vous répondre sur votre dernière interrogation ou sur la question des grossistes, effectivement, en fait, ce qu'on a constaté, c'était que le dispositif actuel ne correspondait pas au fonctionnement qu'ont les grossistes aujourd'hui, mais n'empêchait pas effectivement de réfléchir à autre chose. Là, vous parlez d'une expérimentation voilà, sur une sorte d'Egalim qui serait adaptée aux grossistes. Et en tout cas, moi, à titre personnel, je ne rejette pas l'idée de pouvoir
réfléchir à quelque chose qui pourrait être adapté justement aux grossistes. Oui. Simplement, renforcer les contrôles, bien évidemment, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des contrôles, il faut qu'il y ait des sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller aux sanctions. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu les contrôles, il y a eu des choses qui sont en suspens. Il faut maintenant aller, je dirais, faire en sorte que ces contrôles aboutissent à des sanctions, et des sanctions lourdes pour ceux qui le méritent. C'est bon ? Eh bien, nous passons maintenant pour la France Insoumise, Madame Manon Meunier. Merci, Madame la Présidente. Salon de l'agriculture 2024, Emmanuel Macron lance « Il y aura un prix minimum, un prix plancher ». 1 an plus tard, après 3 contrebraquets et 2 demi-tours du gouvernement, les prix rémunérateurs ne sont toujours pas là pour les agriculteurs et c'est toujours la grande distribution et l'agroalimentaire qui tiennent la part belle lors des négociations des prix pour les denrées agricoles. Et ce, malgré les lois Egalim 1, Egalim 2 et Egalim 3. Et s'il y a pourtant bien une revendication qui rassemble agriculteurs et agricultrices, c'est celle-ci, la nécessité de prix rémunérateurs. Alors ce rapport d'évaluation aujourd'hui, il est le bienvenu. Et de fait, il met à jour les manques cruels des lois Egalim, des lois qui ne sont pas suffisamment contraignantes pour l'agro-industrie, qui ne sanctionnent pas les prix abusivement bas pratiqués par certains distributeurs et qui ne protègent pas assez les organisations de producteurs ou certaines filières plus isolées. Il est désormais nécessaire que ces observations obtenues dans le cadre d'un travail transpartisan puissent être traduites dans la loi. Vos recommandations pourraient apporter une première respiration nécessaire pour l'agriculture française. Bien sûr, j'irai encore plus loin et je soutiens tout particulièrement les observations de ma collègue rapporteure Mathilde Digné sur le sujet. Nous avons besoin de prix minimum garantis, des prix rémunérateurs garantis qui font référence à des indicateurs élaborés par les filières à l'échelle des bassins de production. Et je sais que pour vous, collègues macronistes, c'est une mauvaise idée car ces prix planchers deviendraient des prix plafonds. C'est parce que vous appliquez cela à votre système, celui que vous entretenez depuis maintenant 30 ans, où l'agriculture est soumise comme n'importe quelle autre filière à une concurrence internationale déloyale sur un marché ultra-libéralisé. Or, si nous souhaitons réellement assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices de ce pays, ceci est impossible à décorréler de 2 autres conditions. La première, c'est l'encadrement des marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui, eux, font toujours plus de profit. Et la deuxième, c'est la sortie de tous les traités de libre-échange. En somme, nous devons mettre en place un cadre protectionniste. C'est ce que nous revendiquons depuis le début à la France Insoumise et c'est le minimum prérequis pour notre souveraineté alimentaire et pour une rémunération digne pour les agriculteurs et agricultrices de France. Je vous remercie. Merci. Manon Meunier, qui souhaite répondre ? Merci. Je pense qu'on va répondre à plusieurs, mais merci, chers collègues, pour votre question. On peut exprimer des points de vue différents sans tomber dans l'excès de caricature, donc je vais tâcher de ne pas le faire pour vous répondre. Je pense, et je redis, un prix rémunérateur, ce n'est pas un prix qui est fixé par la loi. La loi est là pour fixer un cadre, pour qu'un vendeur, un producteur, un industriel ou une OP, un distributeur soit à armes égales. Et le rôle de la loi, qu'elle soit Egalim 1, 2, 3 et 47, si on veut, c'est justement de rééquilibrer les relations entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, c'est strictement inscrit comme tel. Et donc, je crois que la notion de prix qui serait fixée par la loi risque à la fois de menacer l'équilibre économique et des relations qui peut y avoir. Alors, je vous me dirais qu'il n'y a peut-être pas d'équilibre aujourd'hui. C'est peut-être juste, on peut partager ce point de vue-là, mais je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Et deuxièmement, je ne suis même pas sûr que ce soit légal au regard du droit européen et des traités notamment liés à la PAC. Et de fait, si on adoptait un tel dispositif, il se ferait rejeter, parce que vous savez que dans le cadre des traités de la PAC, on ne peut pas intervenir sur les prix des denrées alimentaires. En tout cas, on ne peut pas les fixer par voie législative. Donc je pense que ce ne serait pas légal d'un point de vue européen. Et deuxièmement, je pense que pour le coup, on créerait même des déséquilibres parce qu'on pourrait imaginer un prix plancher trop bas, qui du coup ne servirait à rien, et un prix de plancher trop haut, qui créerait des concurrences entre régions. Maintenant qu'il y a des dispositifs pour faire en sorte qu'il y ait des bons indicateurs de prix, pas de problème, on s'entendra là-dessus. Oui, Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente. Peut-être dire un point sur lequel je suis en accord avec vous, forcément, c'est
le fait de se dire que Egalim ne peut pas régler toute seule les choses, que la loi Egalim ne peut pas régler toute seule les choses, elle s'inscrit dans un système en fait mondialisé qui fait que forcément que ce qu'on constate à travers le rapport, c'est que en fait il y a des dysfonctionnements. Ensuite, effectivement, sur les prix rémunérateurs garantis ou les prix planchers, enfin en tout cas. Et pour répondre à mon collègue rapporteur, c'est pas la loi qui fixe le prix, c'est bien les filière par bassin de production. Et donc le prix n'est pas figé dans la loi. Voilà, simplement, je voulais rappeler. Merci. Alors, ensuite, pour le groupe socialiste, Monsieur Dominique Potier. Merci Madame la Présidente et bravo aux 4 rapporteurs. Vous formez une belle équipe de France Agricole. C'est plutôt sympathique de vous entendre avec vos différences et puis une forme d'unité et de recherche de voies de sortie. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes sûrement pas les derniers sur ce sujet. Moi, je voudrais faire simplement 5 remarques. La première, une forme de colère, je le dis avec modération, mais tout de même, l'amendement que nous portons pour le groupe socialiste qui demandait une évaluation de SRP+, on va revoter une prolongation sans que ça ait été évalué, c'est dans la loi. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement par quel mécanisme la loi n'est pas appliquée dans ce pays? Parce qu'on va reconduire une mesure pour la 3e fois sans qu'elle ait jamais été évaluée alors que le législateur l'a demandé. Deuxième élément, vous avez évoqué les OP. Vous savez qu'une des propositions qu'on porte, c'est des contrats tripartites pluriannuels garant de la construction du prix dans la marche en avant en ayant des rapports moins léonins entre les différents étages. Or, ces OP peuvent être renforcés par des programmes opérationnels, des PO, dans le cadre du PSN, nous devrons y veiller. Mais par ailleurs, ils se heurtent, si on est très pratique, à l'hostilité, qui est légitime par ailleurs, des coopératives qui, elles, disent nous construisons le prix avec nos producteurs tout au long jusqu'à la première transformation et parfois un petit peu plus loin dans la chaîne agroalimentaire. Et on n'a jamais réussi dans notre pays, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, à bâtir une stratégie gagnante entre les coopératives dans leur filière verticale et la dimension horizontale des OP que vous appelez de vos voeux. Et ça, si on ignore ce problème-là, on ne pourra jamais le résoudre. Il faut le poser. Moi, je n'ai pas de solution, mais c'est ça le vrai sujet qui nous bloque pour faire des OP par bassin de production capables de construire dans les contextes pédoclimatiques donnés à un prix acceptable et digne. Enfin, il y a 2 éléphants au milieu de la pièce et je voudrais quand même le signaler. On ne parle pas du tout de la rémunération des salariés agricoles et de l'agroalimentaire. Ils soient 3 fois plus nombreux que les paysans. On fait comme jamais, c'était Monsieur Leclerc, Monsieur Paysan et Monsieur Transformateur, Lactalis, qui causaient entre eux. Il y a 1,4 million de salariés. Dans cette chaîne de valeur, est-ce qu'on sait mesurer à un moment donné combien gagne un salarié agricole, combien gagne un salarié de l'agroalimentaire et de la grande distribution? Dans nos recherches futures de construction du prix, ça serait un indicateur qui serait tout de même un petit peu digne pour nous. Et enfin, je me permets de poser un dernier point. Dans la construction du prix qui vise à consolider le revenu agricole, on n'aborde jamais la question de l'aval. Or, une des grands effets, vous le dites dans votre rapport, sans pointer cette perspective, pour autant, c'est que l'inflation sur les matières premières a fabriqué, in fine, des produits en hausse, en inflation pour les consommateurs, sans que les paysans en bénéficient. Est-ce qu'on a vérifié qu'à l'aval de la production agricole, les prix étaient justement construits? Est-ce que vous soutenez la proposition que nous allons à nouveau porter, que l'office comment il s'appelle Pardon. Que l'OFPN, merci, l'OFPN s'intéresse à l'aval de la production agricole pour vérifier entre les multinationales de la chimie, du machinisme et autres que les prix sont construits de façon juste. Merci. Sur l'agrofourniture, oui. Tout à fait. Merci. Dominique Potier, qui souhaite répondre? 4 questions. Je reviens sur ce que vous disiez sur les contrats tripartites. Je pense que les contrats tripartites, c'est en gros ce qui marche le mieux. C'est ce qui donne aux paysans de la distance. Et donc, il faudra regarder également dans ce long continuum des lois Egalim comment on donnera un avantage à ceux qui font des contrats tripartites. Et une fois n'est pas coutume, j'ai une inquiétude. J'ai dit une fois n'est pas coutume, je vais saluer l'ancien responsable de Lidl, qui est Michel Biérot, qui est parti un peu abruptement. On va le regarder avec grande attention, parce qu'il avait été celui qui faisait passer le hard discount avec des contrats tripartites. Je ne dis pas que c'était parfait, on l'a combattu. Mais son départ brutal
nous fera qu'on va regarder cette enseigne avec grande attention, je le dis nous les parlementaires, pour voir si peut-être que les gens qui sont en Allemagne vont pas essayer de resserrer tout ça pour enlever de la production agricole française, la détourner et la mettre en Allemagne. Donc je leur dis très calmement, nous avions combattu Michel Biérot, nous avions pu aller avec lui sur des contrats tripartites. Là, aujourd'hui, je suis inquiet du départ abrupt de ce dirigeant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Je vais pas. Enfin, les deux éléphants, il y en a un des deux qui est un peu en dehors du cadre Egalim. Celui de la rémunération des salariés agricoles, c'est un vrai sujet, mais c'est pas trop dans le cadre-là. Même si encore que le salarié agricole est sous le coup du droit du travail, et donc sous le coup du droit du travail, c'est le salarié agricole est au minimum au SMIC puisque c'est le droit du travail, et parfois au-delà du salaire même que se verse l'agriculteur, puisque comme vous le savez, chers collègues, vous avez un tiers des agriculteurs qui se versent la moitié du SMIC en rémunération, puisque je le rappelle, ce sont des chefs d'entreprise, et en tant que chef d'entreprise, avoir des salariés, c'est avoir une responsabilité. Mais un sujet vraiment intéressant qui mérite d'être approfondi. Moi, je reviens sur SRP+10 et l'évaluation. Oui, on a ce défaut d'évaluation. C'est pas nous qui sommes responsables de savoir où est cette évaluation et d'application de la loi, puisque nous sommes parfois les premiers aussi à subir la non-application de la loi, et l'ancien ministre de l'Agriculture qui est ici présent, lui-même, pâtit aussi du manque d'application de la loi qu'on est capable de faire évoluer. Donc on peut continuer d'insister sur la demande d'évaluation de SRP+10. Pour autant, on a bien senti et bien compris avec les différents retours des auditions, que la suppression nette, sèche du SRP+10, on aura le débat dans quelques semaines, pouvait déstabiliser réellement les relations. Merci. On viendra peut-être tout à l'heure. Il restait 2 questions, je pense, sur OP et coopérative d'une part et d'autre part sur l'agrofourniture, mais on vous laissera du temps peut-être à la fin pour revenir. Enfin, je le note et puis voilà. Donc, pour le groupe Droite républicaine, Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs. Tout d'abord, je tiens à saluer la qualité de votre travail, ça a été précisé par mes collègues, ainsi que la profondeur de l'analyse contenue dans ce rapport. Il offre des éclairages précieux sur les effets de la loi Egalim 2. Le rapport souligne avec pertinence l'importance du maintien de la date butoir dans les négociations commerciales. Et vous le savez, en fixant un délai clair, cette disposition favorise un équilibre des pouvoirs entre fournisseurs et distributeurs. Supprimer ou modifier cette date butoir risquerait de perturber fortement les négociations et de désavantager les producteurs. Aussi, vous en avez longuement parlé, vous mentionnez que l'expérimentation du SRP+10 a permis d'amorcer, je dis bien amorcer, une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre producteurs et distributeurs, et vous suggérez de prolonger cette expérimentation. En effet, l'instauration de SRP+10 s'est révélée utile pour éviter une guerre des prix, en garantissant une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein des filières agricoles, grâce à l'imposition d'une marge minimale sur les produits alimentaires vendus en grande disposition. Cependant, ma question porte sur la filière laitière. Ce secteur, comme vous le soulignez, figure parmi les plus exposés à des marges historiquement faibles pour les éleveurs, malgré leur rôle central dans notre souveraineté alimentaire. La filière laitière française fait face aujourd'hui à un double défi. Le renouvellement des générations, et vous le savez, près de 50% des producteurs de lait en activité en 2018 devraient cesser leur activité d'ici 2027. Et l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Dans ce contexte, ma question est simple et la suivante. Quels outils pourraient être renforcés ou développés pour répondre aux spécificités, et je dis bien spécificités économiques des éleveurs laitiers? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question sur la filière laitière. Oui, sur la filière laitière et sur les OP, il faut évidemment continuer, mais c'est une filière qui a plutôt marché. C'est-à-dire qu'Egalim a plutôt fait en sorte que la filière, je dirais, c'est pas mirobolant, mais c'est mieux que ce que c'était. Et donc je pense qu'il faut renforcer aujourd'hui, et peut-être il faut que les filières entre elles, les organisations entre elles, se renforcent. Et c'est en les aidant à se renforcer qu'on arrivera à faire quelque chose. Et donc je pense que c'est très important. Sur le lait, et vous l'avez dit, chers collègues, à la fois il y a le renouvellement,
c'est ce qu'il y a. Il y a beaucoup de métiers durs, mais le lait, c'est 7 jours sur 7. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de vache premier prix. Donc, que vous fassiez une vache qui soit en montagne ou en bas, c'est la même chose. Que vous ayez peu de vaches, etc., c'est très, très difficile, cette affaire-là. Et donc, je suis très inquiet également quand on a des grands industriels qui, du jour au lendemain, disent à certains producteurs « je ne te ramasse plus » et demandent à d'autres industriels d'aller les collecter très loin de chez eux. On pourrait imaginer, dans un monde pas parfait, que c'est la volonté de ces grands industriels de se débarrasser de certains paysans pour aller chercher du lait à l'étranger, pour que quand il y aura des négociations futures avec la grande distribution, ils seront moins chers que celui qui fera l'effort d'aller les chercher plus loin. Et donc je pense que là, et vous avez raison, chers collègues, il faudra qu'on soit très très vigilants, parce qu'on est en train de déstabiliser le marché du lait avec cette affaire-là. Merci. Madame Mathilde Dillier. Et peut-être du coup, pour rappeler, dans le rapport, il y a 2 propositions, justement, à la fois une pour développer les OP et les AOP, parce qu'on constate que c'est quand même un rapport de force qui est pas négligeable dans la négociation, mais on a conscience qu'il y a un contournement de ces organisations de producteurs, sur lequel, là, on doit aussi protéger ces organisations de producteurs. Ça fait partie d'une autre proposition aussi sur la protection, notamment peut-être en sanctionnant les pratiques qui visent à déstabiliser les OP, parce que ce qu'on constate, c'est que dans certains cas, les producteurs sont incités à quitter les organisations de producteurs pour, du coup, après faire passer... Enfin, les contrats sont directement faits avec le producteur et plus avec l'organisation de producteurs. Tout à fait. Julien Dive. Oui, je vais répondre au collègue Vigier. Vous dites à juste titre, en commençant votre propos, qu'on a maintenu la date butoir. Et c'est vrai, ça a son importance, cette date butoir, on l'a bien compris au cours des auditions, et même en échangeant régulièrement avec les acteurs, y compris du monde agricole, et la date butoir semble quelque chose de très pertinent pour eux. Maintenant, on a quand même ouvert le débat à une date amont. Et puisque vous évoquez, collègue Vigier, la question de la filière lait, on a proposé qu'une date amont soit expérimentée, c'est la proposition 8, c'est-à-dire d'avoir 2 dates, une date amont qui soit expérimentée pour les filières les plus structurées en termes de contractualisation. Il s'avère que la plus structurée en termes de contractualisation, c'est celle du lait. Et donc le fait de pouvoir expérimenter, de voir justement, donner de la transparence avant, après, ça pourrait être un bon moyen, et aussi là, de faire une évaluation a posteriori. Merci. Est-ce que Richard, ça t'embête si je te redonne la parole? C'est juste que sinon, ça va faire inégal entre chacun. Donc, Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Merci à cette belle brochette de rapporteurs qui se sont lancés dans un exercice de décryptage de ce que j'appelle une véritable usine à gaz. Et quand on a une usine à gaz, moi j'aime bien qu'on essaie d'identifier les causes de pourquoi on a cette usine à gaz. Et quand j'essaie de comprendre, je vois que nous nous sommes détournés des fondamentaux. Parce que de quoi la loi Egalim est-elle vraiment le symptôme ? Tout simplement du cynisme d'une économie libérale qui orchestre l'échange de produits pourtant de première nécessité, qui est la nourriture qu'on met dans nos assiettes absolument tous les jours. Et donc, cette économie libérale nous prive de la faculté de pouvoir encadrer les relations commerciales. Nous prive aussi, ou en tout cas entraîne, la disparition des régulations de volume. C'est-à-dire que le pendant à la construction d'un prix plus faible, c'est bien sûr la régulation des volumes qu'on a effacée par l'effacement des quotas. Et donc on essaie de trouver des parades qui s'appellent la contractualisation, mais qui restent des mécanismes privés. On essaie de donner du pouvoir aux organisations de producteurs qui, dans cette jungle libérale, ont bien du mal à imposer la position des producteurs. On a également le sujet des coûts de production. Mais dans ces coûts de production, à aucun moment on explore pourquoi les coûts de production explosent. Et donc, cette fuite en avant qui consiste à toujours compenser les coûts de production sans regarder comment est-ce que les agriculteurs pourraient limiter leurs coûts de production et donc leur permettre de dégager du revenu est quand même d'une vaste hypocrisie.
Quand je regarde, par exemple, le prix d'une baguette, 1,20 € le prix de la baguette. Dans le prix de la baguette à 1,20 €, on a seulement 5 centimes pour le producteur de blé. 5 centimes. Mettons 10 si tu veux, Richard, pour ne pas te contrarier. On augmenterait de 5 centimes, alors de 10 maintenant, de 10 centimes le prix de la baguette. On rémunère 2 fois plus le producteur de blé. Donc, sortons de cette hypocrisie et essayons de revenir à des vrais sujets, à des fondamentaux. Un autre éléphant dans la pièce, que Dominique n'a pas évoqué, c'est le rôle des politiques publiques. C'est-à-dire que quand on parle du revenu des agriculteurs, on voudrait que tout repose sur le prix de vente des produits. Mais on a des politiques publiques qui sont là aussi pour construire le filet de sécurité à cette économie libérale et qui négligent la façon dont on les distribue. On a aussi des politiques publiques qui, si je reviens sur les coûts de production, pourraient être des accompagnements à la bifurcation d'autres manières de produire, de manière à ce que ces coûts de production soient le plus bas possible. Et puis, on a une loi qui n'est pas respectée. C'est l'illustration du « en même temps ». On a les restaurations collectives où on impose 20% de bio. Le levier de la commande publique est déterminant. On est tous là à s'émouvoir de la difficulté de l'émergence de l'agriculture biologique. Mais à quel moment on va imposer ces 20% d'agriculture biologique pour soutenir la filière bio? On parle du local. Et en même temps, on essaie de soutenir, ou ils essaient de soutenir, des accords de libre-échange. Donc moi, j'ai peur que la loi Egalim ne soit qu'un pansement sur une jambe de bois. Et donc, il va falloir attraper les causes pour traiter les conséquences. Et tant qu'à avoir une loi Egalim, cherchons les causes des difficultés et on aura beaucoup plus de facilité à les traiter. Merci. Qui souhaite répondre? Alors, non, mais je crois qu'on peut, de façon très majoritaire au sein de cette commission, souscrire au mécanisme qu'a pointé Benoît Biteau. Alors peut-être en mettant à part les qualificatifs et les épithètes, mais il est clair que l'objectif de ce rapport, c'est d'évaluer la loi Egalim dans le cadre qui lui est donné. Donc on a identifié des mécanismes de fonctionnement du marché qui sont extrêmement défavorables à la rémunération des agriculteurs et qui sont défavorables à la qualité et au prix du consommateur, et on cherche une solution sur les mécanismes qui nous sont donnés. Après que sur un débat qui est quand même ancien dans cette Assemblée depuis quand même de très nombreuses décennies, et ça fait déjà plus de 150 ans qu'on le fait, qu'il y ait un sujet sur le protectionnisme et sur la place de l'alimentation dans le revenu de l'agriculteur, c'est indéniable. En revanche, on est, je pense, assez... Enfin, avec un peu de bienveillance, vous trouverez quand même des éléments sur les sanctions, des éléments sur les coûts de production qui vont quand même, sans aller jusqu'au bout de ce que vous dites, qui vont dans le sens de vos préoccupations. Merci. Une dernière réponse et puis... Non, mais sur les, sur les coûts de production que vous évoquez et le lien que vous faites avec les politiques publiques, moi, je voudrais quand même souligner que parfois les politiques publiques sont aussi la cause des hausses de coûts de production pour beaucoup de nos agriculteurs. Parce que quand on a un système, un maquis normatif qui est de plus en plus étoffé, quand on impose des contraintes par voie législative et réglementaire, on crée de facto des coûts de production. Mais c'est bien qu'on ne soit pas d'accord sur ce point-là. Bien. Non, j'ai d'autres exemples en tête. Richard Amos, rapidement, puis après, on passe à Richard Amos. Là où le député Biteau a raison, c'est qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord sur globalement l'organisation de la société. Donc, il y a l'objet lui-même et il y a dans l'organisation globale. Donc, vous nous obligez, chers collègues, à relever le nez. Et c'est là où on fait le débat qui est intéressant. Moi, il y a un point que je reprends dans ce qui a été dit, c'est que, en gros, plus de 20% de la commande publique, ça fait le PIB français. Quand on fait des lois et qu'on demande à des collectivités de les appliquer, qu'ils ne les appliquent pas, notamment dans la restauration collective, notamment dans nos hôpitaux, eh bien, ça ne va pas. Donc il faudra, sur cette affaire-là, notamment dans la restauration scolaire, faire appliquer la loi Egalim. Voilà, et je pense que ça, c'est très, très important. Et aussi parce que, encore une fois, il y a une confrontation entre les gens qui vous disent « mais je ne peux pas augmenter mon prix, la collectivité, l'hôpital, etc. » et puis l'habitude qu'on a à penser que manger, ça ne doit pas être cher. Ça n'existe pas. Manger, il faut manger au juste prix. Il faut qu'on remette dans la tête de nos concitoyens que manger, ça a un prix. Et après, il y aura un débat plus compliqué de savoir comment on donne aux gens et aux travailleurs le fait d'avoir les moyens de manger correctement. Et oui, tout en revient
Tout revient au pouvoir d'achat. Alors, ensuite, pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, la question des négociations commerciales et de leur équilibre, dont on vient de parler depuis le début, a fait l'objet d'une grande attention législative depuis les États généraux de l'alimentation en 2017, impulsés par mon collègue à droite, Stéphane Travert. Non, à droite, je dis. À ma droite. Une grande attention a raison, car nos agriculteurs nous le rappellent sans cesse. Il s'agit de la condition essentielle au renouvellement des générations agricoles. Elle touche à leurs revenus, à leur capacité à vivre de leur production. Et Gallimin avait posé le principe de la marche en avant, du SRP plus 10, ça a été rappelé, et l'encadrement des promotions. Et Gallim 2 devait renforcer Gallimin en obligeant le respect de ces principes. Et Gallim 3, l'élargir et éviter le contournement systématique par les centrales d'achat européennes. C'est la volonté de la loi Descrozaille. Mais on l'entend chaque jour. Vous m'entendez pas? Si. Mais on entend chaque jour ni la transparence, le problème de transparence est très important, ni le rapport de force équilibré ne sont au rendez-vous. Vous notez notamment dans votre rapport que la filière bovine, par exemple, seuls 17% des transactions sont contractualisées. 17%. Et que les producteurs et leurs organisations n'ont pas de vision sur les marges industrielles et distributeurs, ce qui les désavantage dans les négociations. Mesdames et messieurs les rapporteurs, je veux ici vous remercier pour votre travail, l'équipe de France ou la brochette, comme dit M. Bidot. En tout cas, un travail d'une grande qualité et surtout d'une grande lucidité, assorti de plusieurs propositions. Et je voudrais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Notamment, vous suggérez, et je partage totalement cette ambition, de renforcer la transmission d'informations pour bénéficier de données fiables sur les marges. Ça a été évoqué de différentes manières par un peu tout le monde. Comment pouvons-nous assurer la coopération des acteurs? Comment cette obligation doit-elle assortie de sanctions potentielles? Vous l'avez évoqué, cher Richard, mais quel type de sanctions? Financières, autres? Parmi les filières exclues du champ de l'obligation du contrat écrit, lesquelles pourraient être réintégrées? Comment opérer la mise en œuvre, enfin, des recommandations, tout en ne faisant pas peser un poids administratif trop important sur les filières, au moment où on parle tant de la simplification administrative? Je voudrais dire sur deux points qui ont été évoqués par Manon et ensuite par Julien. Les prix planchers et les prix plafonds, on a connu. C'est la première PAC jusqu'au milieu des années 90. Ça crée quoi? Des surproductions, des pénuries. Surproduction de beurre, pénurie de légumes. Ça n'a jamais été la solution. Je vous dis ce que j'en pense. Et je ne suis pas un extra-libéral. Ensuite, le contrat tripartite, j'y suis très favorable. Et ça marche. J'ai vu le contrat tripartite marcher dans certains pays. Mais ça demande de la transparence. Ça demande de la transparence sur les marges, avant et après, comme l'a dit Julien, la date fatidique. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans notre système. Comment nous, législateurs, on peut faire pour améliorer cette situation? Je vous remercie encore pour les propositions faites. Et j'espère qu'ils verront bientôt l'objet d'une vraie loi, d'une loi qui garantit le revenu des agriculteurs. Elle est attendue par les agriculteurs. Une loi Uvard-Tigné-Div-Ramos. Alors, qui souhaite répondre? Sur la loi, il faut avoir un propos clair et sans doute rappeler que notre objectif est d'avoir une traduction législative par un biais ou par un autre, gouvernemental ou d'initiative parlementaire, le plus rapide possible. Mathilde Tigné. Oui, merci. Effectivement, sur la transparence des marges, c'est ce que nous dit l'OFPM, en fait, en disant qu'il y a un gros manque au niveau des distributeurs. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que l'un transmet ces informations et l'autre non? C'est là toute la question, quoi. Donc après, quel mécanisme précis? Nous, ça fait partie des propositions qu'on fait de renforcer ça. Après, c'est aussi de l'ordre de quel travail législatif on peut mettre en place sur le sujet. Mais je sais pas, peut-être que Julien, tu veux compléter. Nous, on propose à un moment, je cherchais le numéro de la proposition, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas grave. On proposait que soit ajouté aussi le contrat, la négociation, un exemple de contrat en annexe, pour permettre justement au moment de la contractualisation, de la négociation, d'avoir une trace écrite, qu'elle soit amendable ou amendée, ça c'est autre chose, mais déjà d'avoir une base
claire, nette, précise pour les acteurs au moment de la discussion et d'envoi des CGV, d'avoir le contrat bien proposé. Maintenant, sur la traduction législative, parce que c'est sur ça que je voulais rebondir, il y a ce travail qui est fait d'évaluer la loi Egalim 2, qui pointe un certain nombre de points, qui propose un certain nombre de choses. Et je n'oublie pas non plus qu'il y a un travail qui a été fait avant aussi, je pense par exemple à nos collègues du Sénat. Donc il y a différents types de recueils qui existent aujourd'hui. Il est évident qu'avec tout ça, on puisse et on doit trouver une traduction. Là aussi, je rejoins Harold Duhart et mes collègues, soit par le biais d'une proposition de loi, mais soyons pas dupes. On sait très bien que le temps qui nous est proposé n'est quand même pas très grand. Donc, si ça peut être aussi une initiative gouvernementale, ça serait bienvenu. Mais que tout cela soit le plus large possible, que ça réponde à la fois aux dispositions qu'il y a dans Egalim 2 qu'on évoque aujourd'hui, mais même au-delà, puisque tout à l'heure, Benoît Biteau évoquait la question de faire appliquer dans la restocole collective les 20% de bio. Ça n'est pas dans Egalim 2, c'est Egalim 1. Donc, si on souhaite parler de cette question-là, il faudra aller bien au-delà d'Egalim 2. Tout à fait. Alors, oui, rapidement, Si parce je peux que compléter j'essaie de tenir à peu près les temps entre chaque groupe. Mais peut-être Voilà. une des solutions sur la transparence des marges, c'est de faire que les données, elles soient pas enfin, si on veut inciter à le faire, peut-être que les données doivent pas être publiques, mais simplement transmises à l'observatoire, pour au moins que l'observatoire, lui, puisse faire une analyse des données. Merci. Alors, pour le groupe Lyot, Monsieur David Topiak. Merci, merci Madame la Présidente. Je remercie la rapporteure et les rapporteurs pour le travail qu'ils ont fourni sur un sujet qui est important, puisque ça fait plusieurs mois que nous reparlons à nouveau d'Egalim, d'évaluation d'Egalim 2, d'Egalim 3, d'une probable Egalim 4 que nous attendons toujours dans les débats avec une stabilité politique qui ne nous a pas aidé à avancer beaucoup. Donc merci pour ce rapport assez complet. Donc vous mettez en avant la non-application, le non-respect, le contournement de la loi, notamment par le biais des centrales d'achat qui sont basées à l'étranger, qui représentent un vrai problème et qui nous est remonté régulièrement. Donc vous avez mis en avant évidemment la nécessité de renforcer les contrôles et les sanctions. Donc, je ne sais pas si vous avez des propositions à faire sur les sanctions notamment appliquées, de quelle manière les renforcer, et comment nous allons devoir, peut-être dans Egalim 4, peut-être intégrer des propositions que vous avez, ou quel est le véhicule législatif qui sera approprié pour faire valoir les propositions que vous avez posées dans votre rapport, s'il s'agira de propositions qu'on va reprendre dans Egalim 4. Ça, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a beaucoup de textes qui se superposent et qui n'amènent pas la meilleure lisibilité. Je vais revenir sur deux points particuliers qui étaient évoqués il y a un an. Le président de la République, puis le Premier ministre Gabriel Attal, il y a un an, avait évoqué une transposition à l'échelle européenne d'Egalim, et que l'on puisse justement, pour éviter ces effets de contournement, porter le sujet à l'échelle européenne pour avoir une sorte de cohérence européenne. Je sais que dans l'application de nombreuses normes, nous sommes tous pour une uniformisation à l'échelle européenne. Il nous semblerait intéressant qu'on aborde le sujet d'Egalim à l'échelle européenne. Et le deuxième, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'évaluer, vous évoquez des dates butoirs dans les négociations, ce qui me semble évidemment important pour éviter d'avoir des négociations interminables. Et il y a un peu plus d'un an, nous avions voté une loi pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation, qui avait avancé les dates de négociation. J'avais travaillé sur le sujet, il me semblait un peu de la communication et pas forcément des faits. Est-ce que vous avez un retour d'expérience de cette loi sur les effets qu'elle aura mené pour les agriculteurs, peu favorable à mon avis. Je ne sais pas si vous avez une évaluation de ce texte de loi qui me semblait un peu superflu. Merci beaucoup, Monsieur David Topiak, et en particulier la question effectivement de cet avancement de la date de négociation, mais qui est hors Egalim, mais qui quand même est dans la poursuite quelque part de toutes ces lois Egalim quand même. C'est ma réponse. C'est-à-dire, voilà, ça c'est vraiment du travail parlementaire inutile. Voilà, changer une date butoir à 3 semaines, ça répondait à un besoin et un signal
Mais ce n'est pas ça le travail parlementaire. On est sur quelque chose de nourrir la société. Depuis que le monde, il est monde, il y en a qui chassent, il y en a qui deviennent agriculteurs. C'est plus complexe que changer une date en 3 semaines. C'était une réponse de communication politique. Mais clairement, je pense qu'il faut aller beaucoup plus profondément, ce qu'on essaie de faire dans ce rapport-là et ce qu'il faudra faire dans la loi Egalim 4. C'est ça, c'est comment on mange dans les 20 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Comment on fait que l'agriculture puisse perdurer en France et comment on peut manger sainement même quand on est pauvre. Merci. Une autre réponse, Madame Mathilde. Oui, sur les sanctions. Les sanctions, elles sont déjà prévues dans le code rural et dans le code du commerce. Et elles sont relativement dissuasives, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas ou très peu appliquées. Et donc, les services de l'État, ils ont voulu laisser le temps aux acteurs de s'emparer de ces règles. Et maintenant, il faut en fait appliquer les sanctions. Merci. Maintenant, pour le groupe GDR, Monsieur le Président André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer bien sûr le travail des rapporteurs. Ça a dû être compliqué de trouver un équilibre. Il y a des recommandations qui vont dans le bon sens, que je salue, mais pour autant j'ai quelques remarques. La première, c'est que vous soulignez la volatilité exceptionnelle des marchés agricoles. Certes, c'est une réalité, c'est pas seulement lié à la crise du Covid-19, au déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est le résultat de 40 années de détricotage méticuleux des outils d'encadrement des marchés, que ce soit sur les prix, que ce soit sur les volumes. On a aujourd'hui comme socle une réglementation européenne très libérale, avec la compétitivité prix. C'est une tyrannie. Et il faut affronter ça frontalement. Si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Je crois que c'est la règle de base. Et on voit que ça va plutôt dans l'autre sens avec la PAC, les PSN, avec les traités de libre-échange. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte, même si vous considérez que je suis hors texte. Je pense que je suis au contraire au cœur du sujet. Deuxième observation, c'est vrai que la marche avant pour construire un prix à la production va dans le bon sens. Mais on a bien vu que ça a été récupéré au niveau des coûts de production. Et on a vu aussi qu'il n'y a pas véritablement un contrôle du captage de la valeur. Et si on ne s'attaque pas à ça avec davantage d'intervention de l'État par rapport à l'évaluation de la valeur, on n'arrivera à rien. Alors vous dites bien sûr, c'est bolchevique, c'est une administration agricole que vous voulez administrer, mais j'affirme qu'effectivement, il faut plus d'administration, il faut plus de contrôle, il faut qu'on s'attaque à la chaîne de valeur si on veut véritablement avoir des prix qui soient des prix rémunérateurs aux producteurs. C'est indispensable et je voulais le souligner. Ensuite, vous faites des améliorations, des propositions très justes pour améliorer la construction d'une architecture française du droit commercial. Et vous dites aussi qu'il faut que ça évolue au niveau européen. Parce que certes, toutes les recommandations qui peuvent être faites pour qu'on ait une réponse qui soit une réponse française au niveau du droit commercial, ça va se heurter frontalement au droit européen. Donc, vous avez fait des propositions, d'ailleurs, dans ce sens, 22, 23, 24, entre autres. Hein, mais je pense que si on veut des résultats, il faut porter un coup à l'approche européenne de l'agriculture. Ça, pour moi, c'est indispensable. Enfin, je terminerai en disant que s'il y a la marche avant pour construire le prix à la production, il y a aussi la marche arrière. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à un affaiblissement des normes, qui soient des normes environnementales, qui soient des normes sur la santé, et aussi des normes sociales. Et si on ne parle pas des salariés agricoles, si on ne voit pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des salariés agricoles, eh ben c'est vrai qu'on peut jouer sur le prix, mais à quel prix par rapport aux gens qui travaillent, et notamment les saisonniers agricoles auxquels je pense. Je terminerai en disant que excellente proposition de tenir compte des effectifs de la DGCCRF. Mais faites attention, on est passé de 3800 en 2007 à 2800 aujourd'hui. Mais c'est peut-être qu'il y a eu des volontés de limiter les dépenses publiques. Est-ce qu'on peut d'un côté dire il faut limiter les dépenses publiques et voter pour cela, et d'un autre côté dire il faut augmenter les effectifs des DGCCRF? À quelque part, il faut être un peu en harmonie d'un différent vote que l'on peut produire. Merci, Monsieur le Président. Qui souhaite réagir? Répondre. On était excellent.
l'excellent président Chassaigne s'était un peu éloigné du rapport auquel nous étions, mais il pose encore des sujets. On voit qu'il fera un très bon député européen. Donc vous avez un avenir, Monsieur le Président Chassaigne, pour aller défendre la France au Parlement européen. Et on en est très, très, très content. Oui, encore une fois, ça prouve que manger, ça remet en question un système, une société avec des gens qui peuvent avoir des débats et des opinions différentes. Et ce que vous décrivez, et notamment sur les métiers agricoles que vous défendez depuis bien longtemps, cher Président, et des ouvriers agricoles, également aussi de tous ceux qui viennent de l'étranger pour pouvoir ramasser nos fruits et légumes, ça nous permettra de regarder comment on va produire en France si on ne veut pas demain que ça soit produit à l'étranger avec des normes qui ne seront pas les nôtres. C'est un peu en dehors des Galim, mais vous soulevez là, le président Chassaigne, un sujet ô combien important. Merci. Monsieur Julien Dive. Oui, Président Chassaigne, vous évoquez dans votre propos, vous voulez plus de contrôle et plus d'administration. Moi, je crois qu'il faut plus de contrôle, oui, pour s'assurer que les règles soient bien respectées, et moins d'administration pour moins ennuyer aussi le monde agricole. Et pour plus de contrôle, vous appuyez sur l'évolution des effectifs de la DGCCRF. À juste titre, ils ont été transférés à la DGAL. Merci. C'est bon ? Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une série d'interventions individuelles et ensuite je vous laisserai répondre en bloc. J'ai Monsieur Stéphane Travert. Oui, merci Madame la Présidente. Ce n'est pas tant une question, mais plutôt une observation, une remarque sur tout ce qui a été dit. On peut partager beaucoup de choses, mais Egalim 2, c'est quoi? C'est le prolongement d'Egalim 1. Quand on a traité Egalim 1, on avait déjà Egalim 2, notamment sur la question des sanctions. Moi, sur ce point-là, je faisais partie de ceux qui pouvaient considérer que des sanctions plus élevées auraient dû être portées directement dans Egalim 1. Mais nous avions souhaité à ce moment-là donner quelque part, faire confiance à l'ensemble des acteurs. C'est ce qui nous avait inspiré d'ailleurs dans les États généraux, c'est la confiance entre les acteurs eux-mêmes à décider de la manière dont ils pouvaient travailler les uns et les autres ensemble. Donc derrière, moi je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin demain d'un Egalim 4. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est au long cours, encore une fois, c'est Egalim 1 plus Egalim 2, plus quelques éléments qui sont venus se rajouter, c'est avoir une expérimentation et une évaluation complète du dispositif au long cours, tous les ans, par des groupes de députés qui pourraient tourner de manière à bien préciser où en sont nos engagements. Quand on parle de la question des 50% de produits sous SICO et dont 20% de bio, c'est aussi faisons respecter la loi avant d'aller chercher aussi d'autres éléments législatifs qui feront encore peut-être perdre un peu de temps aux filières. Merci. Dominique Potier, puis Benoît Biteau. Dominique Potier. Juste une remarque, vous informer que j'ai rencontré Sophie de Vienne, j'ai pris l'initiative, on va l'inviter sûrement un jour ici à reparler des prix et des marges. La question du secteur aval de l'agrofourniture, qui correspond vraiment à la construction du revenu agricole, qui est un angle mort aujourd'hui des politiques publiques et de l'observation de l'Assemblée, n'est pas simple. Techniquement, c'est plus compliqué que le secteur aval. Pour autant, ce n'est pas impossible. Et je pense qu'il faut qu'on ait une proposition de loi qui pourrait s'insérer dans une loi, dans un véhicule législatif à venir. Je vais la redéposer à nouveau, parce qu'elle a été abandonnée par la précédente législature, la faire tourner. Mais je pense que c'est jouable et on a intérêt à faire cette demande de concert, parce que c'est de la transparence et de la démocratie. Je voudrais juste dire un mot sur la question qui n'a pas été traitée, parce qu'il y a un problème ontologique qu'on n'arrive pas à régler. C'est la question des COP et des AOP. On dit tous qu'il faut des AOP, le mouvement coopératif dit non. On ne rentre pas dans une AOP. Et il a des bons arguments pour ça. On va reparler d'un nouveau salon, etc. On n'arrive pas à le résoudre. Moi, j'invite les collègues qui sont prêts, avec COP de France, avec la représentation des AOP, à organiser un petit groupe de travail pour au moins aller au bout de cette contradiction. Parce qu'elle est un des freins essentiels, à mon sens, pour construire des rapports de force moins léonins dans la marche en avant du prix. Merci. Merci beaucoup. Et Benoît Biteau. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais juste préciser 2-3 éléments par rapport à mon intervention. D'abord, pour Harold, j'ai volontairement fait un peu du hors-sujet, parce que je trouve que la loi Egalim, j'insiste,
est le symptôme de dysfonctionnements beaucoup plus graves que ce qu'on essaie de traiter dans la loi Egalim. Mais ça ne remet nullement en cause la qualité du travail que vous proposez dans l'évaluation de ce qu'est aujourd'hui la loi Egalim. Et donc, c'était pas du tout le sens de mon propos. C'était juste essayer d'identifier les raisons pour lesquelles on est obligé de faire une loi Egalim et qu'elle a des imperfections, comme vous le constatez dans le rapport. Ensuite, pour Julien Dive, les politiques publiques, c'est pas que des normes, c'est aussi beaucoup d'argent public. Et on occulte dans cette enveloppe publique les coûts externalisés. C'est-à-dire quand on parle des coûts de production, on oublie de revenir sur ce que coûte la dépollution de l'eau, ce que coûte la restauration de la biodiversité. Et donc ça, c'est des vraies politiques publiques. Et si on les orientait autrement, et si on aidait, grâce à ces politiques publiques, à accompagner les agriculteurs pour essayer de faire baisser leurs coûts de production, eh bien le sujet des coûts de production qu'on essaie de traiter dans la loi Egalim serait beaucoup plus simple à traiter. Merci. Donc, il nous reste quelques minutes. Peut-être, moi, j'avais juste, pour reprendre les questions, moi, j'avais une demande de précision sur les OP, ce que vous proposez sur les OP, notamment, et ça rejoint la question sur les coopératives. En fait, par exemple, est-ce que vous préconisez des OP commerciales avec la propriété, ce qui est en fait une forme de coopérative? Est-ce que vous préconisez des tailles minimales d'OP, puisqu'on peut aller jusqu'à un tiers de la collecte selon le règlement européen. Enfin bref, voilà, dites-nous comment on fait pour éviter que, par exemple, comment il s'appelle, Savencia s'amuse à payer moins cher le lait quand on n'est pas dans une OP, etc. Enfin voilà, ces questions assez précises sur comment on fait face à ces pratiques-là. Pareil sur la contractualisation. Moi, j'ai une question sur la viande bovine. Comment on fait, enfin avec tout le système Maquignon, etc. Comment vous faites pour parce que c'est surtout sur la viande bovine qu'il y a un problème de contractualisation. Donc, comment on fait pour aller plus loin, très concrètement? Voilà. Et puis, évidemment, plein d'autres questions. On pourrait discuter pendant des heures sur l'efficacité de la PAC d'origine. Bon, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je vous laisse... Les politiques publiques, ce n'est pas que des normes, mais c'est aussi des normes, cher collègue Benoît Biteau. Je disais, les politiques publiques, c'est pas que des normes, mais c'est aussi des normes. Ça en fait partie. Et ça a aussi des conséquences positives et des conséquences négatives, soyons-en très clairs. Voilà. Je veux répondre aussi à notre collègue Stéphane Travert quand il évoquait et prenait l'exemple des rendez-vous du contrôle annuel. Moi, je me souviens qu'on avait fait une proposition ensemble, d'ailleurs, je crois, dans un rapport passé, de retrouver de manière récurrente, je ne sais pas si ça doit être tous les ans, les états généraux de l'alimentation, parce que on les a depuis 2018, ils n'ont pas eu lieu, 2017, ils n'ont pas eu lieu. Donc ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu, ces états généraux de l'alimentation. Ils avaient un mérite, c'est qu'ils mettaient tout le monde autour de la table et ils se regardaient, pour le coup, chacun était à armes égales et se regardaient les yeux dans les yeux. Que ce soit le producteur, que ce soit le distributeur, que ce soit l'industriel, enfin le transformateur, chacun était à armes égales. Et là, on mettait sur la table tout ce qui n'allait pas et ce qui pouvait être amélioré. Et c'est ce qui a donné lieu ensuite à Egalim. Et je me souviens qu'on avait proposer que ces rendez-vous se fassent de manière récurrente, et je pense que c'est une bonne idée, parce que je crois qu'encore une fois, qu'on pointe du doigt ce qui ne fait pas, et notamment ce qui ne va pas, pardon, et notamment celles et ceux qui vont resquiller ou contourner la loi. On l'a vu avec les centrales d'achat européennes, celles et ceux qui ont des mauvais comportements, pour le dire poliment, qu'on soit en grande distrib ou qu'on soit en industriel. Ça, c'est notre rôle d'y veiller et de veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Mais soyons aussi lucides, on a besoin des 3 tiers. On a besoin des trois types d'acteurs. Que ce soit le producteur, que ce soit le transformateur industriel, parce que ça vient structurer des territoires, parce que ça vient faire bosser des producteurs, et que ce soit aussi la GMS, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont un rôle dans les territoires, d'abord social, ils ont un rôle de distributeur, et ils ont un rôle d'écouler les denrées des producteurs et de l'industrie. Donc soyons, et c'est, je pense, notre rôle, d'être équilibrés dans les règles que nous devons mettre et nous devons édicter pour... Encore une fois, remettre un peu d'équilibre dans les relations. Maintenant, pour répondre à vos questions précises, Madame la Présidente, je crois que la question de la filière bovine, c'est d'abord une question de structuration de la filière en elle-même et de l'amener à se structurer elle-même. Et là, pour le coup, pas si c'est à la loi de le faire. On peut mettre en place les dispositifs, les mécanismes pour lui permettre de se structurer, mais c'est à la filière de s'en emparer. Et effectivement, il y a une culture dans la filière bovine qui est totalement différente de celle des autres filières. Madame Hillier. Merci Madame la Présidente. Peut-être pour répondre sur l'aval, mais je vois que mon collègue Potier est parti, mais sur l'agrofourniture, en fait, en effet, ce qu'on constate, c'est que sur l'impact de l'achat de l'alimentation d'intrants sur les fermes va avoir des conséquences terribles sur telle ou telle filière.
Ensuite, sur les organisations de producteurs, moi, je pense que les organisations de producteurs, elles peuvent être pensées en bassin de production. Parce que, voilà, sur... comment ? Oui, des OP horizontales. Oui, sur un territoire, un bassin de production qui a les mêmes réalités et du coup, où les producteurs se connaissent, peuvent travailler ensemble aussi, parce que pour moi, il faut que ça reste dans la main des producteurs. Il faut que ce soit toujours les producteurs qui décident, ce sont eux qui sont les premiers à avoir les coûts de production qu'il y a sur leur ferme. Ensuite, peut-être de manière générale, pour terminer, parce que je vois qu'il est l'heure, il y a eu beaucoup de choses de dites, effectivement, sur en fait, le système global dans lequel on se trouve, sur le manque de régulation des volumes. C'est vrai qu'on pourrait faire le bilan, enfin, il y en a eu, mais la fin des quotas laitiers a eu quand même ses conséquences dramatiques dans certains coins. Et puis globalement sur les politiques publiques et comment on fait pour permettre de faire respecter la loi. On a parlé des 20% de bio dans les cantines. En fait, pour faire respecter la loi, il faut aussi qu'il y ait des paysans et des paysannes sur les territoires. Et donc, ça passe aussi par les lois d'orientation agricole, comme on a pu avoir, qui, moi, à mes yeux, elle est très insuffisante parce qu'elle ne répond pas justement aux enjeux et aux besoins d'installer des jeunes pour faire respecter la loi. Enfin, voilà, en fait, c'est quand même... il faut aussi que nous, en tant que politiques, on puisse rétablir un cercle vertueux et que on ne fasse pas les choses en silo, c'est-à-dire la loi Egalim ici, une loi d'orientation agricole là, mais qui en fait dit qu'on veut installer des paysans et des paysannes, mais on ne met pas les moyens derrière pour le faire. Donc voilà, c'est aussi Monsieur Chassaigne est parti, mais évidemment que moi je ne suis pas pour la baisse des dépenses publiques et que justement il faut mettre plus d'argent public pour des moyens humains dans les services et notamment la DGCCRF. Merci, il faut vraiment qu'on conclue là. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter un mot, Monsieur Huvert et Monsieur Ramos. Juste dire qu'on a parlé des états généraux de l'alimentation où il y avait tous les acteurs avec un sénateur et puis moi-même, on est au Conseil national de l'alimentation. Je pense qu'il faudra mettre les gens d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, entre celui qui produit, celui qui transforme et celui qui distribue, et le client final et le consommateur, il faudra trouver un système qui permet de porter loin le fait de manger en France. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Egalim 2. C'est pas simple, mais il y aura tous ces acteurs-là, ces 4 acteurs-là, celui qui produit, celui qui transforme, celui qui distribue, parce qu'on en a aussi besoin, et il y en a des vertueux, et celui qui consomme. Et c'est à travers ça qu'il faudra qu'on trouve un chemin pour que tout le monde s'y retrouve. Merci, Monsieur Huvert. Non, simplement pour dire que la proposition des rapporteurs n'est pas celle d'une nouvelle loi, forcément Egalim 4, mais en tout cas, si on est convaincu qu'il faut aller jusqu'au bout de la loi Egalim et des lois Egalim existantes, il faut des aménagements législatifs complémentaires qui sont rendus absolument nécessaires. Et donc, il faut quand même un débouché législatif qui soit d'initiative parlementaire ou gouvernementale. Bien, un nouveau merci à messieurs et madame les rapporteurs, Julien Dive, Mathilde Digné, Harold Duvart et Richard Ramos. Merci beaucoup pour votre travail qui, j'espère aussi, alimentera à minima une prochaine proposition ou projet de loi, je ne sais pas encore, sur la régulation, la régulation des marchés quelque part. Bon, et simplement, je voudrais savoir, je m'adresse ici aux rapporteurs et membres de la commission, s'il y a des oppositions à la publication du rapport. S'il n'y en a pas, je propose qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est bon. Ainsi. Eh bien, merci.